On va quand même commencer par le slide habituel. Je vous remercie d'avance pour eux de les applaudir. C'est avant tout grâce à eux qu'on est là, donc il faut leur dire merci quand même. Commençons. Je me présente. Je m'appelle Thomas Chopin. Je suis coach agile depuis une petite quinzaine d'années maintenant. J'ai accompagné beaucoup de transformations et très honnêtement, je suis pas sûr d'en avoir vraiment vu une réussir. Mais s'il y en a parmi vous qui ont l'expérience, je serais preneur d'échanger avec eux. Pour ça, il y a plein de raisons. La première dont je voudrais qu'on discute, parce qu'à l'époque, je suis devenu coach agile, parce que j'ai découvert cette belle phrase. Vous savez de qui c'est? Winston Churchill. Ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, bah, effectivement, après tout, ça paraît logique. Si on veut s'améliorer, il va falloir changer des choses. Il faut changer de façon de faire, il faut changer des manières. Et c'est ça qui a fait que je suis devenu coach agile. J'ai commencé à accompagner des équipes, beaucoup d'équipes, dans l'agilité, et je me suis rendu compte que est-ce qu'il faut vraiment toujours accepter ce changement? Parce que mettre les équipes dans des transformations, on leur demande de changer en permanence, c'est beaucoup de remises en question, et souvent on me faisait la remarque, on me disait bah t'es sympa avec tes rétrospectives, mais il y a un moment où on peut pas tout le temps tout changer, quoi. Et voire même il y a des équipes qui arrivaient à un niveau où elles se disaient bah c'est bon, on est bien, on est au bon niveau, il n'y a plus rien à changer, on est parfait. Ceci dit, moi c'est pas vraiment ce que je constatais. Je voyais plutôt ça. Ça, c'est des équipes qui mettaient beaucoup d'énergie à essayer de tenir des systèmes en place, à faire fonctionner des processus qu'ils maîtrisaient et à essayer de les stabiliser au maximum. Alors que pourtant, autour d'eux, tout changeait. La météo change, il pleut, il y a des tempêtes. Mais eux, ils mettaient beaucoup d'énergie à essayer de faire tenir ce caillou. Ils avaient l'impression que c'était là qu'ils étaient arrivés au meilleur niveau d'amélioration. Ils essayaient de stabiliser une situation. Et franchement, ça leur demandait vraiment beaucoup d'énergie. En plus de ça, je me suis rendu compte qu'on était dans une culture où on avait tendance à penser que tout ce qui n'est pas autorisé, c'est interdit. Mais on n'a pas le droit de faire ça. On ne peut pas aller transformer ce processus, on ne peut pas aller changer ce truc-là. Alors que finalement, moi, j'arrêtais pas de leur dire, bah, c'est peut-être plutôt que tout ce qui n'est pas interdit, c'est autorisé. Allons-y, essayons. Changeons, essayons de voir les choses différemment. Mais c'était très ancré dans la culture des équipes que je pouvais accompagner. Et ça, là, je me suis rendu compte que la plus grosse difficulté, c'était cette fameuse pensée divergente. Essayer d'aller proposer aux équipes de voir les choses différemment. On essayait d'apporter une réponse à un problème qu'ils pouvaient avoir. Et souvent, c'était non, mais ça, c'est pas possible. Oui, il y a trop de risques, on va pas y arriver, c'est pas chez nous, c'est pas possible de faire changer les choses. Et ça, je l'ai rencontré souvent. Et là, je me suis dit, bah ok, en fait, le problème, c'est vous. Bah voilà, j'ai fini la conf, on peut s'arrêter là. Vous avez compris le concept. Mais merci, vous êtes gentil. Mais évidemment, ça ne s'est pas arrêté là, sinon je serais plus coach, je pense. Et là, je me suis mis à creuser le sujet en me disant mais c'est pas possible, ça peut pas être que les gens que j'accompagne. Ces équipes, elles ont quand même des problèmes manifestement. Il y a quand même besoin de changer des choses, accompagner leur transfo. Finalement, de quoi est-ce qu'on est en train de parler? Et j'ai creusé le sujet et un jour, je suis tombé sur ça. Il y en a parmi vous qui ont déjà vu cette vidéo? Ah, il y en a quelques-uns, c'est pas mal. Les autres, je vous invite à noter son nom, Justin Sandlin. Et allez jeter un œil à cette vidéo. Bon, pas tout de suite, laissez-moi le temps de faire la conf, mais très intéressante. Et moi, ça m'a vraiment créé une révélation. Je me suis fait, c'est peut-être parce qu'en fait, le changement, c'est pas tout à fait ce que je croyais, quoi. C'est pas juste essayer de trouver des solutions à des problèmes qu'on rencontre. Il y a peut-être des choses sous-jacentes qui sont plus compliquées que ça. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'essayer de changer votre regard sur le changement. Qui sait faire du vélo dans cette pièce? Il y a vraiment quelqu'un qui n'a pas levé la main?
Merci. Eh ben, tu vas venir. Non, je rigole. Très bien. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient venir avec moi sur scène un instant? 2 personnes. Bah, je vais vous désigner sinon, donc va falloir trouver des volontaires. Je vais pas vous faire mal. Allez, viens. Une deuxième personne? Allez, on a une deuxième personne. Elle s'est levée avant. Merci à eux. Je vous en prie. Venez me voir. On va essayer une petite expérience, parce que parler du changement, c'est une chose. Essayer de vivre le changement, c'est autre chose. Alors, bienvenue à tous les deux. Je vais commencer par madame. Je te donne ton prénom? Pascal. Enchanté, Pascal. Xavier. Enchanté, Xavier. Je vais vous proposer une petite expérience. Essayez de changer. Non, je rigole, je reviens. Ceci est un vélo. Alors, pour ceux qui sont au fond de la salle et qui n'ont pas vu la vidéo, est-ce que vous pouvez leur dire ce que vous voyez de particulier sur ce vélo? Le guidon est pas droit et il y a des engrenages. Ouais, un peu. Là, il est droit, effectivement, par rapport à lui. Ça marche. Ok, effectivement, c'est un vélo un peu spécial. C'est un vélo où, en fait, je l'ai construit chez moi, dans mon garage. J'ai fait ce qu'il y a dans cette vidéo, parce que ça m'a vachement impacté. Je me suis dit, bah, essayons de le reproduire en vrai et de faire vivre l'expérience aux gens. En fait, le principe de ce vélo, c'est que quand on tourne le guidon à droite, la roue va à gauche. Quand on tourne le guidon à gauche, la roue va à droite. Pas très compliqué en soi. Franchement, un petit changement. Non, pour avancer, il faut pédaler en avant. Ça marche exactement pareil qu'un vélo normal, hormis la direction. Est-ce que vous pensez que si vous vous mettez sur ce vélo, vous pouvez arriver jusqu'à moi si je me mets là? Ouais. Xavier, t'es chaud? Pascal? Pas du tout. C'est toi qui savais pas faire de vélo. Ok. Tu penses que c'est ça le sujet? Et vous, à votre avis, est-ce que vous arriveriez à faire du vélo? Qui est-ce qui pense y arriver? C'est tout droit. Il faut aller tout droit. Ouais. 2 personnes? Bon. Vous êtes timide. Ok. Bah, ce que je te propose, c'est d'essayer. Qui est-ce qui veut commencer? Bah, t'as dit non. Mais tu peux commencer si tu veux. Ah bah, c'est toi qui vois. Alors attends, par contre, je vais te filer mon meilleur ami, parce qu'on peut pas faire de vélo sans un casque. Ce casque, il s'appelle sécurité psychologique. C'est important, il paraît que c'est comme ça qu'on rend les équipes performantes. Il n'y a pas de poux dedans. En fait, je te cache pas que c'est pas le mien. Je remercie Olivier qui m'a prêté son casque parce que je l'avais oublié. Mais voilà, je te confie sécurité psychologique. Et maintenant, ce que je te propose, c'est d'enlever la béquille de ce vélo, de monter dessus, prendre ton temps et d'essayer de venir jusqu'à moi tout doucement. Parce que Xavier, tu es là pour faire en sorte que la sécurité psychologique fonctionne bien. Vas-y. Prends ton temps, t'es filmé. Prends ton temps. Ah. Ok, on réfléchit à cette transformation. Bravo. Merci Xavier, c'était au top. Tu veux réessayer? Vas-y, je t'en prie. On a 45 minutes. Ah non, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Le but, c'est d'avancer avec les pieds sur les pédales. C'est pas une draisienne. Le problème, c'est pas l'arrière, c'est l'avant, tu crois? Allez, vas-y. Aïe. Oh, attention quand même. Non, c'est bon, tu t'arrêtes là sur expérience? Bah, vas-y, je t'en prie, essaye quand même, t'es pas monté sur scène pour rien. Ah bah vas-y, on est là pour ça. Prends la sécurité psychologique et viens jusqu'à moi. Alors, il n'y avait pas de poux, peut-être que maintenant...
Ça ferme pas. Bon, de toute façon. Ah, ah, il y a de l'idée. Ah, ça dévie, ça dévie. Il faut mettre les pieds sur les pédales, on a dit. Hein. Une draisienne, je te rassure, ça marche pas du tout. Moi, rien qu'en le poussant, déjà, je galère. Je te raconte pas, pour venir de Nantes jusqu'ici, je suis parti il y a 3 semaines. Allez, t'étais pas loin. Il y a un petit truc? Ah, bah en même temps, plus tu te rapproches, plus tu vas y arriver. Mais là, t'es dans l'itératif, quoi. En arrière, c'est plus simple. Il y a des bas. Ça dépend où tu veux aller, quoi. Mais... Allez, vas-y. Dernier essai. Ah, on n'a rien vu. Ah, t'as essayé de regarder loin devant. Ça a mieux marché. Ouais. Écoute, si tu penses que c'est ça la solution, peut-être. À ton avis, il te faut combien de temps pour y arriver? Eh ben, je vous invite à jeter un œil à la vidéo. Merci beaucoup, je te propose de t'arrêter là. Moi, j'en ai pas fait. Je me suis promis que si je jouais cette conf encore une fois, j'apprendrais à en faire. Mais je viens d'être pris dans une autre conf, va falloir que j'apprenne à en faire. Je suis un peu dans la merde. Merci beaucoup à tous les deux. On peut les applaudir. Tu as retrouvé ton siège? Ok, ça marche. Ok, ben écoutez, le principe de ce vélo, c'est pour parler un peu de ça. C'est que finalement, ce changement dont on n'arrête pas de parler, les transformations qu'on opère, changer les choses, c'est peut-être pas juste changer un petit truc et à partir du moment où on a bien compris le truc qu'on change, c'est bon, on est capable d'y aller. Je vous invite vraiment à voir la vidéo de Justin, il explique très bien le principe. Je vais pas faire de redite parce que c'est pas l'enjeu, mais le but aujourd'hui, c'était d'essayer de vivre vraiment cette expérience par vous-même et d'essayer de comprendre cette notion. Faire du vélo, c'est pas si simple. Dès qu'on appuie sur la pédale, ça penche, il faut contrebalancer. Et il y a même, au-delà des choses qu'on pense savoir faire, il suffit de tourner dans l'autre sens. En fait, on a plein de petits réflexes qu'on maîtrise pas et qu'on fait par habitude. C'est ça qu'on appelle apprendre à faire du vélo. Bon, moi je me suis promis qu'il fallait que je l'apprenne. Ça viendra. Le mec, dans sa vidéo, il a mis 8 mois. 8 mois en faisant un peu tous les jours. Son fils, qui avait jamais fait de vélo avant, quasiment pas, il a mis 2 semaines. Et ouais, en fait, il y a un peu de ça. Et ça, c'est une notion de la transformation que je voulais qu'on adresse aujourd'hui, qui est que finalement, l'essentiel, c'est plutôt dans l'invisible. Une belle phrase de Saint-Exupéry. Et ce qu'on apprend de cette expérience, c'est que c'est pas le geste forcément qui est difficile. Tourner le guidon dans l'autre sens, c'est pas ça la difficulté. Faire du vélo, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais c'est plutôt désapprendre ce qu'on a appris depuis des années et des années et des années. Ça fait combien de temps que vous faites du vélo? Moult années. À moins qu'il y ait quelqu'un qui a appris à faire du vélo récemment, mais voilà. C'est aussi voir les choses différemment, c'est le problème des réflexes. C'est une chose un peu plus profonde, c'est quand on est dans une situation, il y a plein de choses qu'on fait sans y réfléchir, par la force de l'habitude. Et puis il y a une chose encore plus profonde, qui est le vrai frein aux transformations dont on entend souvent parler, qui est la réticence au changement. Vous en avez déjà tous entendu parler. De toute façon, les transformations, c'est compliqué, il y a une réticence au changement. Eh bien, pas forcément. Est-ce que vous savez qui est cette personne? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le reconnaissent? Personne? Non plus. Ce monsieur, il s'appelle Albert Moukaber. Il est docteur en neurosciences. Il a énormément de contenu sur les réseaux, je vous invite à y jeter un œil. Il est très percutant et il essaie d'un peu casser ces idées reçues qu'on peut avoir, et lui en particulier sur le cerveau. Il a écrit un bouquin que je vous invite à lire. C'est vraiment très intéressant à lire. Et il y a un chapitre dans ce bouquin qui, moi, m'a beaucoup parlé, qui est quand il parle de cette résistance au changement. Donc son bouquin il s'appelle « Le vrai du faux sur votre cerveau ». Hémisphère gauche, hémisphère droite,
les 10% du cerveau dont on sert, les cerveaux mathématiques, les cerveaux linguistiques. Bon, je vais pas spoiler, je vous invite à le lire. Vraiment, c'est une lecture très intéressante et très inspirante. Il en parle 10 fois mieux que moi, si ce n'est plus. Allez, jetez un œil. Et donc, il parle de cette résistance au changement et il dit, finalement, il n'y a rien qui mesure vraiment ce principe de résistance au changement. On l'a vu nulle part, il n'y a aucune étude qui en parle concrètement. Et il dit que de son point de vue, ça n'engage que lui, le problème du changement, il est beaucoup plus systémique. Le problème, c'est beaucoup plus qu'on impose des changements à d'autres sans vraiment comprendre le changement qu'on essaie d'imposer. C'est une vision beaucoup plus globale. C'est pas que les gens veulent pas du changement, c'est peut-être que le changement qu'on leur propose, c'est pas celui ou qu'ils souhaitent ou celui dont ils ont besoin. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'en suis arrivé que finalement, le problème, c'est peut-être pas que vous. C'est peut-être plus large. Donc j'ai continué mes recherches et je suis tombé sur les lois de Larman. Il y en a parmi vous qui avez déjà entendu parler des lois de Larman? Ah, il y en a un. Donc il y a plusieurs lois. Là, je pense qu'on va en faire un petit topo. Je ne vais pas toutes vous les faire, il y a les 4 lois de Larman. Mais le principe fondamental, c'est de se dire que le changement, ça nous met dans une posture, dans une situation inconfortable. C'est le principe du « je sais ce que je quitte, je ne sais pas ce que je gagne ». Prise de risque. Et l'humain a une aversion au risque. C'est connu, on s'en sert dans beaucoup de jeux, dans beaucoup de principes, au casino et ainsi de suite. Il en parle aussi très bien dans son bouquin. Il y a aussi le fait que ça introduit l'inconfort. Est-ce que demain, moi en tant qu'expert ou manager, je ne vais pas devenir inutile? Si je commence à transformer ces organisations pour créer des équipes auto-organisées, est-ce qu'elles vont toujours avoir besoin de moi? Et c'est aussi un principe fondamental qui dit que plus on monte dans la hiérarchie, moins on a de nécessité de prendre des risques ou de faire des transfos. Plus on est positionné haut, moins on a intérêt à y aller dans la transformation. Ça percute quand même. Je me dis, bah attends, mais finalement, c'est peut-être pas les équipes qui sont réticentes au changement ou qui ont des difficultés avec le changement, c'est peut-être le reste de l'entreprise. Donc finalement, ce sont peut-être les managers qui ont un problème. Il y en a qui sont managers dans cette pièce? Ok, bah c'est à vous que je parle alors. Vous l'aurez compris. Et donc ça, j'ai continué à creuser, ok, mais c'est bien, mais les managers, pourquoi? Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bah finalement, je suis tombé sur cette nouvelle phrase. L'idée, c'est, on ne peut pas résoudre les problèmes avec la même mentalité que ceux avec lesquels on les a créés. Une phrase de Albert Einstein. Il y en a qui l'avaient, bravo. Bon, c'est pas vraiment son domaine d'expertise, c'est plutôt la physique, quantique en particulier, et d'autres, mais cette phrase, elle a beaucoup résonné en moi. Je me suis dit, bah effectivement, finalement, essayer de transformer des organisations qui ont été construites par des gens qui pilotent et qui dirigent cette organisation, est-ce que vraiment ils ont les moyens de la transformer? Donc j'ai continué à creuser. Et en creusant, ok, bon, ouais, je suis tombé sur cette phrase beaucoup de fois. Ok, je me suis dit, il faut peut-être changer de stratégie, il faut peut-être voir les choses différemment. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi accompagner les directions dans leur propre transfo? Est-ce que finalement l'équipe dirigeante de l'entreprise, c'est pas la première équipe qui devrait être agile? Pas mal. Il y a des gens qui sont directeurs dans cette salle? Ah voilà, bizarrement on n'en a plus. C'est ballot. Bah ça c'est pour eux quand même. Et donc j'ai continué à creuser, et là je suis tombé sur ce monsieur. Il y en a parmi vous qui savent qui c'est? Il y en a un qui lève toujours la main là-bas. On a beaucoup de choses à se raconter tous les deux, je pense. Ce monsieur, c'est Frédéric Laloux. Frédéric Laloux, il a écrit un livre très inspirant aussi, qui s'appelle Reinventing Organization. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà lu? Forcément, tu le connais. Ah, vous l'avez lu, mais vous ne reconnaissez pas le personnage. Un livre très inspirant. Il va parler de plein de modèles organisationnels. Alors lui, il a développé sa théorie sur le principe des entreprises opales. Il est très orienté entreprise libérée.
Il faut que je mette des guillemets parce que c'est un peu comme l'agile. Il faut définir ce qu'on met dedans. Mais moi, il y a une entreprise dans tout ça qui m'a beaucoup inspiré. C'est Burgzorg. Bon, alors, chez nous, je crois qu'il n'y en a pas en France. C'est néerlandais. Si, il y en a en France? Non, je te voyais dire oui, alors je me dis. Burgzorg, une entreprise néerlandaise qui fait du soin à domicile. Des infirmières qui vont chez des patients pour faire des soins à domicile. Cette entreprise très hiérarchisée, très classique, directeur, manager, agence, responsable d'agence, planning, coût, délai, charge, et on envoie des infirmières sur des missions. Sauf qu'en 2006, il y a ce monsieur, ce directeur de cette entreprise, Jos de Blok, qui a décidé de revoir son entreprise et d'essayer de faire les choses différemment. Donc lui, c'est bien le dirigeant de l'entreprise. Et il s'est dit, si on essaie de faire notre métier différemment, comment ça pourrait se faire? Donc il est allé discuter avec les gens qui font, les infirmières, les infirmiers, et il leur a posé la question, ok, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment? Comment est-ce qu'on peut optimiser les coûts? Comment est-ce qu'on peut faire pour que vos plannings soient moins chargés, soient plus efficients, et ainsi de suite. Et à partir de là, ils ont décidé, attention, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire dans toutes les entreprises, c'est juste l'exemple dont lui, il parle dans son bouquin. Ils ont décidé de supprimer les modèles hiérarchiques. Se dire, en fait, c'est une strate qui nous coûte très cher dans notre modèle d'organisation et dont on n'a pas forcément besoin. Je dis pas qu'il faut pas de manager, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais dans leur modèle d'entreprise, ils se sont dit, il y a peut-être moins besoin de cette strate hiérarchique et de façon moins prégnante. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et donc ils ont commencé à retransformer leur organisation, ils sont allés vers beaucoup plus d'auto-organisation, ce qui devrait parler à des agilistes. Et ils ont créé une philosophie centrée sur le modèle de confiance. Effectivement, quand on va supprimer la strate managériale, il va falloir faire une prise de décision, des modèles de prise de décision qui sont orientés sur du collaboratif, et donc il va falloir déléguer de la confiance. C'est plus celui qui décide qui est responsable de tout. Si on délègue la prise de décision, il y a un niveau de confiance dont il faut qu'on discute. Et pour eux, ça a été qualité supérieure, meilleur équilibre de vie pour les personnes qui travaillaient dedans, l'entreprise qui est devenue plus rentable, qui a réussi à continuer à fonctionner. Très honnêtement, je ne sais pas ce qu'elle en est aujourd'hui, à bien vous en parler, je me dis qu'il faudrait quand même que je regarde. J'espère que cette entreprise elle est toujours là. Mais en tout cas, dans les modèles qui sont présentés par Fadlalou dans son bouquin, cette entreprise, elle fonctionnait beaucoup mieux comme ça. Et leur modèle, c'était de se dire, quand on redonne le pouvoir à ceux qui créent la valeur, tout change. Ça résonne un peu avec les principes de l'agilité, et moi ça m'a beaucoup parlé. Et donc, il y a transformation opérée par la direction, c'est elle qui a eu la vision et c'est elle qui a décidé de le mettre en œuvre. Là, je me suis dit, ok, mais mettons, on transforme un comité de direction, parce que dans la plupart du temps, moi j'opère avec un comité, c'est rarement qu'une seule personne, même s'il y a un directeur général. Il est toujours entouré, et là, je me suis mis à accompagner des comités de direction en me disant, c'est eux la transformation. Mais ok, mais c'est quoi un comité de direction qui se transforme? Donc on est allé chercher des notions comme le collectif, mettre en place le modèle de décision collectif et créer le collectif. Historiquement, les comités de direction sont souvent un ensemble de silos, chacun sa direction, chacun son domaine de responsabilité, on met tout ça ensemble dans une pièce, c'est un comité de direction. C'est rarement une équipe. Rarement, mais il y en a bien sûr. Donc on va essayer de travailler sur ce collectif. C'est quoi le collectif et comment est-ce qu'on le fait vivre? Comment est-ce qu'on l'incarne? On va avoir des rituels clairs et qui vont permettre de mettre en place la priorisation. Parce que finalement, on en parle dans l'agilité tout le temps, il faut prioriser les sujets. Comment est-ce qu'on fait quand on est à la tête d'une entreprise pour prioriser des macro-sujets dans l'environnement VUCA dans lequel on est? Il faut outiller le comité de direction pour ça. Il faut prendre du temps pour s'aligner sur une vision. Il faut faire en sorte que l'entreprise ait une vision. C'est un peu ce qu'on faisait sur le vélo tout à l'heure. Il faut regarder un peu plus loin. C'est ça la vision de l'entreprise. Et il faut que tout le monde soit aligné sur cette vision. Quand je travaillais pour Michelin, il disait transformer l'entreprise, c'est pas changer des pneus, c'est changer de trajectoire. Et c'est bien de ça dont on parle. Le but, c'est d'afficher cette trajectoire. On va parler de déléguer réellement. Donc là, on revient à notre sujet de comment est-ce qu'on délègue la confiance. Les décisions, on délègue aussi la confiance. Si on veut ne pas être
imputable de toutes les prises de décision, ou on la confie qu'à une seule personne, ou sinon on donne les moyens aux gens de prendre des décisions. Le droit à l'erreur, tout ça, tout ça. Et on va se remettre en question et s'engager dans le changement. C'est là qu'on va pouvoir y arriver. Une entreprise qui se transforme, c'est un comité de direction qui lui-même a décidé de se transformer. J'ai fait beaucoup de missions, on m'a demandé de transformer des équipes ou des domaines, mais la direction, elle changeait pas, quoi. Et ben, ça n'a pas marché. Donc je le disais tout à l'heure, malheureusement, c'était pas ça le... Donc ça, ok, c'était le domaine de la direction, il faut l'accompagner, il faut créer sa transfo, mais c'est peut-être pas tout. Parce que moi, je suis coach. Et moi, mon rôle dans tout ça, c'est quoi? Finalement, cette transformation, je l'accompagne, j'en fais partie et j'en suis aussi responsable. Et là, j'ai fait plein de transfos. J'ai formé des gens, des équipes, par paquet. Rien qu'en 2021, j'ai formé plus de 150 personnes au Scrum. Hyper fiers. Ils ont bien compris, ils ont tous eu leur PSM1, c'était super. J'ai mis en place des frameworks. Oui, je suis coach et je les connais tous, les frameworks, c'est mon métier. J'ai eu le temps de me former et j'en ai déployé plein. Jusqu'à ce fameux framework de Safe avec des PI planning XXL de 120 personnes. C'était beau, mettre 120 personnes dans une pièce, les faire discuter ensemble, il y a plein de trucs hyper positifs. Mais on a surtout fait beaucoup de post-it. Vous les voyez, les grands boards avec tous les post-it, les fils de laine, les adhérences, les machins et tout. J'en ai fait plein. Et pourtant, c'est pas forcément ça qui a fonctionné non plus. Sans surprise, comme je vous le disais tout à l'heure, même ces transformations-là, c'était pas ce qui allait être le plus efficace. Donc la question se pose finalement, moi, mon rôle dans tout ça, à force de vouloir accompagner tout le monde, j'ai surtout essayé de les projeter dans des modèles qui, eux, ils m'avaient pas vraiment demandé. Mais moi, j'arrivais, je savais, il vous faut du safe, il vous faut faire des PI planning. C'est pas vraiment ce qu'ils m'ont demandé. À la rigueur, il y a peut-être une personne qui me l'a demandé, mais pas forcément tous ceux qui vivent dedans. J'aurais peut-être dû plus les écouter. Le problème aussi, c'est à force de parler de le fameux mindset agile, ce fameux état d'esprit de l'agilité, et nous dans tout ça, quoi. Nous, coach, comment est-ce qu'on s'inscrit dans ce mindset de l'agilité? Et puis, à force de rester du côté des équipes, parce qu'on accompagne beaucoup les équipes très opérationnelles, PI, Scrum, faisons des délits, des rétrospectives, soyons efficaces. Et on s'éloigne de plus en plus de ces équipes de direction dont on parlait tout à l'heure. Des coachs qui sont vraiment transverses, qui réussissent à avoir l'intégralité, au moins en mission, avoir un cadre qui s'inscrit de haut en bas dans l'entreprise, c'est pas si commun. Ok, finalement, ce qu'il faut retenir, s'il y a quelque chose à retenir de cette conf, c'est peut-être que d'abord, le changement, il faut le voir autrement. C'est ce que je vous disais au début. C'est accepter ce changement et voir qu'il faut changer des choses. Donc il faut désapprendre à faire du vélo pour le faire autrement. Sinon, dès qu'on va arriver en période de stress, on va quitter ce changement, on va revenir à nos bonnes vieilles habitudes et on va faire les projets exactement comme on sait les faire. Pas forcément au mieux, mais c'est ce qu'on sait faire. Il y a un temps de désapprentissage qu'il va falloir à un moment ou à un autre consacrer dans cette transfo. Donc la transfo complète de l'entreprise en 3 mois, à moins qu'on soit 3, et encore, ça va pas être si simple. Il y a le principe de plus on contrôle, plus on s'est pris, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à essayer de maintenir le système en place. On va passer beaucoup d'énergie à faire en sorte de tout écrire, tout processer, tout cadrer, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cadre, mais toute cette énergie, on va pas la mettre à se transformer. Il y a le principe que toutes les troupes sont à l'image du commandement. Essayer de transformer une entreprise quand au-dessus de nous, on voit bien que ça va pas beaucoup bouger et qu'on nous demande exactement les mêmes choses qu'avant, c'est pas très motivant. Donc finalement, si eux ils se transforment pas, pourquoi moi je me transformerai? C'est naturel. Donc l'alignement commence là où se prennent les décisions. C'est clair et net qu'une transformation, c'est ou une trajectoire d'entreprise, une décision d'entreprise, ou sinon c'est juste des gens qui essaient de faire des choses différemment, mais je pense pas qu'on puisse vraiment parler de transformation. Et c'est accompagner, c'est aussi s'impliquer. Il y a trop... Enfin, je vais éviter les généralités. Il y a... Moi-même, j'ai eu cette posture-là. Je les accompagne, et au bout d'un moment, s'ils veulent pas se transformer, moi, je veux plus rien, quoi.
j'ai essayé, quoi. Bah non, en tant que coach agile, moi aussi, il faut que je me transforme avec cette organisation. Sinon, finalement, je vais la mettre dans des modèles qui sont tout aussi compliqués pour les gens qui sont dedans, qui résolvent pas vraiment les problèmes et qui créent pas vraiment cette transformation qu'on attend autant. Pour finir, je voudrais citer cette phrase d'Anaïs Nin qui dit « Nous voyons les choses non pas comme elles sont, mais comme nous sommes nous ». Il n'y a pas de réalité absolue, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a ce que nous, on a bien envie de voir des choses, quoi. Je pense que je connais des coachs qui me disent qu'ils ont réussi des transfos agiles. Il va falloir qu'on définisse ce qu'on appelle réussir la transfo agile. En tout cas, eux, ils ont l'impression qu'elle est réussie. Mais la question, c'est surtout qui vous êtes, vous. Comment est-ce que vous avez décidé de vous transformer et comment est-ce que vous êtes acteur de la transformation dans laquelle vous êtes. Il y aura tout un tas de raisons autour de vous qui vont faire que les transformations ne fonctionnent pas. Mais la première personne à transformer, c'est bien vous-même, quoi. Que vous soyez développeur, PO, manager, directeur ou coach agile. Merci à vous. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Il y en a qui veulent faire du vélo. Alors oui, j'ai accompagné plusieurs codir et effectivement, oui, il y a des codir qui ont décidé de rentrer dans une transfo. De là à dire qu'il y en a qui ont réussi, mais peut-être qu'en fait la transformation, elle s'arrête jamais, c'est ce qu'on dit toujours, donc je pense qu'ils y sont toujours, et tant qu'ils seront dans la transformation, ils ont peut-être réussi. Mais ça a systématiquement commencé par créer le collectif, de mon expérience. D'autres questions? Ok. Eh bien, ah si, il y a une question là-bas, pardon. Oui, alors la question que je me posais, c'est est-ce qu'on passe suffisamment de temps à déconstruire finalement l'ancien système avant de vouloir construire quelque chose? On a l'impression des fois que l'organisation, elle est, enfin, le changement, il arrive et finalement, l'expérience du vélo le montre, c'est qu'en fait, on n'a pas conscience en fait de tout ce qui est déjà en place et de tout ce qu'il va falloir sans doute déconstruire. On essaye de remettre une couche par-dessus et finalement, ça a du mal à prendre parce qu'on ne se rend pas compte finalement de tous les icebergs en fait qui est en dessous. Mais c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est l'exemple du vélo. Des transfos qui prennent le temps d'accepter la déconstruction avant de se transformer, moi j'en ai pas vu beaucoup. Mais par contre, tu vois, quand je donne des formations, et maintenant, il est régulier que la première journée, je passe toute ma journée à leur expliquer aux gens que la façon dont ils pensent les choses, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut qu'on les voit. Avant même de leur parler de framework quel qu'il soit, quoi. C'est de déconstruire toutes les idées reçues avec lesquelles tout le monde arrive dans une formation. De toute façon, l'agilité c'est ça, de toute façon ça marche pas, de toute façon nous c'est pas pareil, de toute façon, déconstruisons tous ces trucs-là. Et après, on verra si on peut essayer de travailler sur construire autre chose. Après, une journée pour déconstruire tous ces principes, c'est pas suffisant. Mais ça va être nécessaire, en tout cas, pour essayer d'effleurer les principes et les compétences qu'on va essayer de transmettre par la suite. Bonjour, merci beaucoup. Je suis pas du tout du domaine, alors je découvre un peu toute l'agilité depuis pas longtemps. Mais il y a un truc qui m'interpelle, c'est quand vous dites que les transformations ne sont pas réussies, ou alors ne réussissent pas. Et du coup, je me pose la question du rôle du coach agile là-dedans. Merci pour cette excellente question. Alors évidemment, quand je dis que les transformations ne réussissent pas, c'est mon point de vue. Et c'est ce qu'on disait juste avant, c'est la façon dont moi je vois les choses. J'ai l'impression, des transformations que j'ai vécues, il y en a peu qui ont eu vraiment beaucoup d'impact. On a tendance à tomber dans l'effet du pompier pyromane, où le coach il débarque,
il va trouver des problèmes et il va trouver des frameworks qui vont résoudre ces problèmes. Et si c'est pas des frameworks, c'est des grandes idées, c'est des idées d'action, c'est des choses comme ça. Mais les vrais transfos où on a pris le temps de désapprendre, on a pris le temps d'essayer de comprendre les problèmes, mais pas tels que moi, coach, je les vois, mais vraiment essayer de faire parler les gens pour comprendre vraiment leurs problèmes et travailler dessus. Moi, j'en ai pas vu beaucoup. Et dans ce sens-là, je considère qu'il n'y en a pas qui ont réussi. Mais il y a sûrement des gens qui te diront qu'ils ont vu des transfos qui ont réussi. Hein. Ça dépend de ce qu'on appelle réussi, quoi. C'est histoire d'être un peu percutant que j'ai dit ça. Mais c'est par rapport à vos attentes ou aux attentes des entreprises? Ouais, non, évidemment, c'est par rapport à mes attentes. Moi, une transfo, c'est pas pour aller mettre en place un modèle Scrum ou un modèle Safe ou, dans une entreprise. Je viens, en tant que coach, je suis là pour répondre à des besoins qui sont vraiment perçus par les équipes. Et peut-être que Safe est une façon d'y répondre, ou Scrum, ou comment, mais pas forcément toujours. Et là, je pense que ça rebondit avec ce que nous disait la personne de Good tout à l'heure quand il est arrivé là. Le but, c'est pas de faire de l'agilité pour faire de l'agilité. Le but, c'est de bien comprendre le problème que vit une entreprise, la difficulté qu'elle a, que vivent les personnes qui sont à l'intérieur de cette entreprise, et de les accompagner à mettre en place des réponses à leurs problèmes. Dans le assumer la responsabilité collectivement, la problématique que j'ai aujourd'hui, c'est que les équipes me disent souvent une estimation n'est pas un engagement. Comment on peut faire cohabiter une responsabilité collective alors que j'ai l'impression que dans l'agilité, l'engagement n'est plus maître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, souvent, une estimation n'est pas un engagement. Donc comment faire adhérer les équipes sur une responsabilité collective alors qu'il n'y a plus de notion d'engagement? Je ne sais pas si je suis clair dans mon... Alors, je vais te répondre comme moi je comprends la question. On en revient toujours là. Ça soulève beaucoup de sujets. Il y a effectivement cette notion de estimer les choses à faire. Moi, je pense qu'à un moment, on passe trop de temps à estimer des trucs plutôt qu'à les faire. Donc, je suis pas trop pour l'estimation à tout va. En plus, de toute façon, le principe premier, c'est que quand on estime quelque chose, on se trompe. Il y a très peu de chances qu'on soit bon. La plupart du temps, on va se gourer. Parce qu'il y a tout un tas d'aléas. Vous faire une projection avec une roadmap à 3 ans, mais en 3 ans, mais qui aurait prédit le Covid? C'est imprévisible. Alors là, je suis un peu dans l'extrême, mais ça va sur tout le reste. Des équipes qui se projettent sur des engagements longs pour être prédictibles, hyper compliqué. Donc dans ces cas-là, je répondrais on va essayer de réduire les périodes d'engagement. Et là, mes engagements, ils sont plus pertinents. Je peux m'engager à ce que je vais faire dans la semaine prochaine, a priori. Parce que je suis expert de mon métier, je suis dev expert dans un sujet, je suis quand même capable de dire combien de temps ça va me prendre pour faire tel IHM, telle fonctionnalité, telle architecture, ainsi de suite. Mais m'engager à dans 3 semaines, ça devient plus compliqué. 3 mois, franchement, moi j'y crois pas. Et alors 3 ans, je vous en parle pas, quoi. Donc pour moi, la façon de répondre à cette notion d'engagement, c'est pas qu'il est mort, mais c'est qu'il faut arrêter de croire à un engagement à 3 ans. Il faut être beaucoup plus orienté sur des engagements beaucoup plus court terme. Ce qui va répondre à... Voilà, très bonne remarque, on n'a pas le choix. C'est comme ça, on me demande des engagements à 3 mois. Eh ben, Fred Laloux en parle très bien dans son bouquin, c'est de la perte de temps. Les entreprises qui vous demandent de vous engager à 3 mois, elles vont vous générer une charge d'activité qui va vous demander un temps pas possible pour faire tous ces engagements, ces roadmaps, ces estimations de trucs. De toute façon, c'est faux. À la fin, vous allez passer plus de temps à les piloter que à les gens qui vont le faire. Oui, mais nos clients, en fait, la problématique, c'est que on livre pour des clients. Nos clients nous demandent de la visibilité sur nos roadmaps. Donc, ce qui est compliqué à mettre en place, et puis moi, c'est pas un chèque en blanc, c'est-à-dire que pour monter une roadmap, j'ai besoin quand même d'un minimum de matière pour dire voilà, vers là où on va, les ressources que j'ai. Donc j'ai besoin quand même d'estimer. Quand on fait installer une cuisine, si on dit au cuisiniste, vous m'estimez le devis, mais le cuisiniste me dit non, je sais pas. C'est ça en fait. Le problème, c'est que estimation, j'en ai besoin en tant que product manager, j'en ai besoin pour monter ma roadmap, j'en ai besoin pour une visibilité aussi client. Mes clients me demandent des engagements. Très bien.
Alors, c'est marrant, c'est parce que tu viens me faire penser à un truc, il y a quelqu'un dont je parle pas du tout là-dedans, c'est le client. Alors que je pense que la prochaine fois, je le rajouterai. Il y a une forme de... il faut acculturer le client à comprendre que, de toute façon, lui faire des engagements, ça le mènera nulle part parce que tu n'arriveras pas forcément à les tenir. Tu prends l'exemple du cuisiniste. Le cuisiniste, il va pas mettre 6 mois à te fabriquer une cuisine. Il est expert de ce que c'est qu'une cuisine, il sait en parler, mais c'est des petits projets en fait, c'est des petites choses sur lesquelles on est capable de tenir un engagement. Moi j'appelle en ce moment, je fais plein de travaux, j'appelle des maçons, les mecs ils sont capables de me dire combien de temps ça va faire pour casser un mur. Ok, pour construire toute une maison, bah il y a beaucoup plus de taf. Pourquoi on dit que les travaux sont toujours en retard? Parce que la charge de travail elle est trop grosse, l'engagement il est trop gros, on n'arrive pas à être vraiment prédictible. Tu peux faire toutes les roadmaps que tu veux. C'est pas parce que le besoin est qu'il faut que j'ai une roadmap que ça la rendra bonne. Tu vois ce que je veux dire? Bon, on s'écarte un peu du sujet, mais moi je pense que continuer à vouloir fonctionner dans ces modèles de réflexion où j'ai besoin d'un engagement à 6 mois, à 3 mois, à 3 ans, ça nous mène nulle part. Enfin, c'est pas pour autant que les roadmaps que tu fais, elles sont bonnes. Il te le demande, très bien, bah fais-lui, mais fais-la vite alors. Et franchement, fais-la le plus vite possible, parce que de toute façon, ce sera faux. Et accompagne-le plutôt à lui montrer la valeur que tu es capable de lui apporter vite, et sur les engagements que tu es vraiment capable de tenir. Moi, c'est la préconisation de coach après. Ça n'engage que moi. Petite dernière. Alors moi j'avais une question mais aussi une réponse parce que je voulais réagir à ce qui s'est dit tout de suite. Je pense que l'engagement il est toujours là, mais en fait on parle pas du même engagement. Il me semble que dans les méthodes agiles, on va parler de l'engagement, il y aura un engagement sur la qualité, d'une certaine façon sur les délais, mais la variable d'ajustement, ce sera sur le périmètre. Et dans ce cas-là, c'est toujours un peu difficile effectivement de faire une roadmap à 10 ans. C'est beaucoup trop changeant et on va parler d'échéances plus rapprochées et le truc sur lequel on va pouvoir faire des ajustements, c'est, il me semble, sur le périmètre. On va livrer quelque chose qui va marcher, mais avec une certaine qualité, mais une certaine date, mais pas forcément sur les périmètres initiaux. Et c'est peut-être ça que les clients ont du mal à comprendre parce que eux, ils veulent savoir à quelle date j'aurai les clés de ma maison, et même pour les gens qui construisent des maisons depuis 50 ans et qui construisent 200 maisons par an, mais même pour eux c'est difficile, a fortiori dans les métiers de l'IT, je pense. Eh ben voilà, je pense que tu viens de le dire, c'est pas que tous les artisans sont incompétents, pourtant ça fait des années qu'ils ont construit des baraques, mais c'est que de toute façon les engagements sont trop gros, il y a trop d'aléas, c'est bien sûr que ce sera toujours possible, mais c'est particulièrement compliqué de tomber bon. Et dans ce contexte-là, autant faire sa phase d'engagement le plus rapidement possible, d'estimation le plus vite possible, et de passer plus de temps à construire qu'à faire des devis, quoi. J'ai envie de dire ça. Ça, c'était ma réaction sur ce qu'il venait de dire. Je voulais aussi réagir sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est qu'on a l'impression que les directions générales n'étaient pas en mode agile et qu'il y avait une sorte de franc changement, mais c'est un peu paradoxal parce qu'on entend souvent dire, on va dire en bas de la pyramide, que en fait il y a des décisions qui sont prises en haut lieu et avec des changements qui vont impacter le bas de les gens. Et souvent le bas de la pyramide comprend pas ce qui se passe au-dessus et on se dit mais qu'est-ce qu'ils ont encore été nous inventer? Oh là là, ça va changer mes habitudes. Et des fois la résistance au changement elle a lieu plutôt en bas sur des décisions qui sont prises au-dessus. Donc c'est un peu paradoxal je trouve par rapport à ce qui s'est dit. Non, mais justement, c'est exactement l'exemple dont on parlait avec le Neuromania. Il n'y a pas de résistance au changement, en fait. C'est qu'on impose des transformations à d'autres personnes, mais sans les incarner nous-mêmes et sans les avoir forcément concertées pour leur apporter la bonne réponse, le bon changement à leurs vrais besoins.